La première présentation, c'est, justement le Work Package 2 avec, Emmanuel Robert qui, n'a pas pu, venir aujourd'hui, mais, Emmanuel Farah et Jonathan Blétry qui vont, présenter ce Work Package 2. Donc effectivement, on devait présenter à 3 voix, donc Emmanuel Robert de, l'université Claude Bernard de Lyon 1 et malheureusement qui peut pas, donc on va faire ça à 2 avec, Emmanuel Farah et moi-même. Donc Pauline et Pierre vont en parler. Le groupe de travail, de production de corpus 3D va se concentrer sur les 2 premiers objectifs qui ont été présentés juste avant, à savoir mettre en place et renforcer des filières de production 3D, donc équiper les institutions d'outils et de moyens pour produire et d'éprouver, ces filières par la production d'un catalogue de données 3D des collections naturalistes françaises. Donc avec un chiffre affiché de 40 000 numérisations, ce qui est quand même ambitieux, mais on va essayer d'y arriver. On a 4 institutions qui sont pilotes sur ce work package, pardon. On a l'université Bourgogne-Europe, qui a changé de nom récemment, le Muséum national d'histoire naturelle, donc Lyon, j'en ai parlé, et l'université de Montpellier qui, pour le moment, travaille avec nous, mais qu'on n'a pas encore beaucoup sollicité, mais promis, on va se rattraper très très vite. Sur la base de ce projet, donc la valorisation des collections naturalistes françaises avec 40 000 numérisations à réaliser, donc on a travaillé sur des indicateurs avec un indicateur principal qui est le nombre de numérisations, donc c'est-à-dire qu'on va compter notre production, donc ça va être notre indicateur de réussite premier, le nombre de numérisations 3D de spécimens de métazoaires illustrant la diversité des collections naturalistes françaises, en développant des indicateurs secondaires, donc des manières aussi de valoriser notre production, à savoir quelle couverture taxonomique on va couvrir. Donc, parce que l'idée, c'est de valoriser la diversité des objets de collection naturaliste, avec quel type de technologies vont être associées. Donc ça, Emmanuel en parlera après. Et par exemple, le nombre de spécimens types qu'on va prendre en charge. Partant de ça, on a travaillé sur des axes communs qui vont réunir un peu nos politiques de numérisation dans les très très grandes lignes. On s'est mis d'accord sur effectivement prioriser ou mettre, en tout cas appuyer sur la numérisation des types porte-noms et figurés. On va valoriser les taxons rares ou emblématiques. On va également répondre à des besoins d'un autre groupe de travail qui vous sera présenté un peu par la suite sur l'intelligence artificielle. Donc l'idée, c'est de fournir, comme l'a dit Pauline, des éléments pour ce groupe de travail-là. Participer aussi à des travaux de pédagogie, de diffusion des savoirs, c'est-à-dire qu'on peut répondre aussi à des besoins là-dessus. Compléter des projets nationaux et internationaux, et il a été mentionné OVERT ce matin, ou en début d'après-midi, je ne sais plus, mais il y a d'autres programmes comme Scanolfish, etc. Donc l'idée, c'est un peu de compléter. Et d'alimenter ces corpus par des projets de recherche qui sont calibrés dans les standards que nous, on a mis en place. Et chaque institution va orienter ses choix de corpus. Donc on est sur l'Université de Bourgogne-Europe et l'Université de Montpellier, tous les mésozoaires actuels et fossiles, donc c'est large, ça laisse la porte ouverte. Lyon va prioriser les mammifères actuels et fossiles, et le Muséum de Paris va prioriser les vertébrés arthropodes actuels, à la fois pour répondre aux besoins affichés, en tout cas des orientations du projet, mais aussi par rapport à une réalité de terrain, c'est-à-dire l'accès aux collections. On s'est mis d'accord également sur la manière de livrer, c'est-à-dire qu'on a travaillé sur un plan de gestion de données ensemble, avec un VDMacrom qui va décrire quels sont les types de données qu'on va fournir, sous quel format, etc., que les nommages et ainsi de suite. Et donc on s'est mis d'accord pour livrer des données brutes, un fichier de métadonnées qui permettra du coup de tracer les spécimens. Donc chaque spécimen est attaché à un numéro de collection, donc on est vraiment sur la numérisation des spécimens de collection. Et également avec un identifiant RecolNet qui va venir pour la plupart des numérisations. Donc l'idée, c'est qu'on ait des spécimens qui soient attachés à un catalogue national. Et une modélisation 3D de préférence. Ce n'est pas forcément toujours le cas en fonction des moyens qu'on peut avoir en termes de post-traitement, etc. Mais l'idée, c'est de pouvoir faire de l'affichage de nos productions sur des outils de diffusion. Mais ça, je pense que ça sera abordé aussi par la suite. Et je te passe la parole, ouais. Bien, donc simplement en termes de collaboration, il est très important de voir qu'ici il s'agit d'un consortium, donc au-delà de la mise en route et puis de la coordination un peu géopolitique et de la structuration de ce réseau, il existe plusieurs manières d'illustrer cette collaboration et la plus-value en fait de travailler en réseau. Par exemple, pour le corpus numérisé, il y a plusieurs projets qui impliquent plusieurs institutions. Ça, c'est juste une illustration, mais par exemple, sur les familles de rongeurs actuelles, il y a 3 de ces partenaires qui sont impliqués pour justement coordonner leurs efforts, vérifier qu'on évite les doublons, etc. Donc une mise au diapason, en tout cas, de ces différents partenaires.
Et puis de la même manière, par exemple, une étude récente qui implique les collections de référence du MNHN qui sont en partie scannées à Dijon, une autre partie ici, qui sera peut-être scannée sur d'autres partenaires pour obtenir des jeux de données qui augmentaient notre efficacité d'une part, et puis aussi avoir des jeux pleins qui pourront être facilement validés ou qui viennent compléter des jeux déjà existants. Vous l'avez vu aujourd'hui, c'est aussi le but de ces 2 journées, hein, c'est d'échanger aussi des petites recettes de cuisine et de labos que l'on peut avoir pour optimiser nos protocoles. Donc c'est pour ça que des journées techniques ont été organisées à l'intérieur du consortium, et ce qui permet d'échanger sur les procédures de numérisation, sur le post-traitement, etc. Et donc c'est extrêmement enrichissant, et c'est vrai que c'est quelque chose de très riche puisque chacun développe ses petites manips avec ses spécificités locales, et c'est absolument fondamental d'échanger. Il n'y a pas de secret si on veut avancer collectivement. Et puis enfin, de la même manière, on a aussi lié nos institutions avec les soutiens RH. Certains ils sont presque tous dans la salle d'ailleurs, avec même du partage de compétences et des contractuels qui pouvaient passer d'une institution à une autre, là aussi pour assurer le lien. Donc à ce quatuor d'institutions que l'on mentionnait, il y a aussi le quatuor des techniques. On en a largement déjà débattu aujourd'hui, on en a entendu parler, donc je vais simplement l'illustrer sans rentrer dans le détail. Mais évidemment, il y a la micro-automo au rayon X, dont on a largement entendu parler. Et vous voyez également que ça mobilise beaucoup de plateformes et de plateaux techniques au niveau des différents partenaires, ce qui est également très important, puisque vous savez que ces plateformes sont aussi elles-mêmes évaluées, et que de tisser des liens entre elles, c'est absolument fondamental, bien au-delà des frontières du projet École Plus. Pour la photogrammétrie, donc là encore, il y a 3 partenaires qui s'y sont mis. Je profite de cette photo à la fois pour illustrer le travail remarquable de nos jeunes collègues, mais également le fait que ces institutions sont celles qui portent, mais il y a aussi du travail délocalisé dans les petits musées de province un peu oubliés, dans lesquels il y a des trésors qui, pas forcément des types et des figurés, et qui ont fait l'objet de de nombreuses sessions de travail. Tout ce qui est lumière surfacique, là encore, vous voyez que c'est largement réparti. Vous avez compris que c'était relativement standard, et puis que au-delà des outils utilisés, c'était maintenant fait en routine, ce qui pourra d'ailleurs enrichir à terme. Et puis enfin, le surfacique laser, où là, c'est plutôt la plateforme plutôt locale ici qui développe cette technologie en routine. Donc je reviens sur l'indicateur principal, là c'est le point de où nous en sommes aujourd'hui. Donc le projet a démarré, disons officiellement, en juin 2021, et on a à partir de là commencé à travailler ensemble, mettre en place les filières numérisation, etc. Et donc aujourd'hui on en est à environ 15 000 numérisations à fin 2024 comptabilisées. En indicateur secondaire, je vous parlais de la répartition taxonomique. Donc là, ça donne un peu un aperçu de ce qui a été produit aujourd'hui par toutes les institutions confondues, mais je vous montrerai ça après. C'est principalement 3 institutions pour le moment. On va avoir au moins 60% de cordées dans lesquelles on a 60%, je crois, de mammifères, 20% de poissons, 10% d'oiseaux, etc. Et là, vous voyez les autres phylums qui sont ici. Donc ça permet d'avoir une vue en gros actuelle de la répartition taxonomique, sachant que ça va bouger dans les années à venir. Et parmi ces 15 000 numérisations, on a 44% de ces numérisations qui concernent des objets types ou figurés. Là, on vous montre la répartition par institution productrice. Donc c'est les institutions qui ont numérisé. Ça ne veut pas dire que c'est uniquement des objets de leur collection. Donc on a 3 institutions, donc les 3 principales institutions qui pour l'instant mettent dans le pot commun les données. Il n'y a pas Montpellier par exemple, l'université de Montpellier, mais ça devrait arriver. Et vous voyez qu'il y a tout un tas d'autres institutions aussi qui numérisent les objets de collection d'autres institutions que vous avez ici. Donc là aussi l'idée c'est de pouvoir valoriser ça un peu plus et de collaborer avec ces institutions pour valoriser leurs données, les faire rentrer du coup dans le pot commun national. Alors ça va être à toi. Voilà. Attendez, juste un truc que j'ai pas dit, que j'aurais pu vous montrer également aussi, c'est, là je vous ai montré les institutions qui numérisent, mais j'aurais pu aussi vous montrer les institutions qui ont des objets qui ont été numérisés, mais pas forcément par elles, étant parlé tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a d'autres muséums qui ont des objets de collection qui ont été numérisés. Donc on a aussi ça comme indicateur, c'est-à-dire où sont les objets de collection en France qui ont été numérisés.
Alors, sans rentrer dans le détail sur les différents verrous ou difficultés auxquels on est confronté, on a parlé de photogrammétrie en début d'après-midi. On a parlé de la difficulté notamment pour les petits spécimens qui en plus peuvent être transparents, brillants, parfois mobiles, bref. L'idée ici, c'est le verrou encore auquel plusieurs des partenaires sont confrontés, c'est d'avoir des stations qui sont à la fois mobiles, qui permettent de la photogrammétrie de tout petits objets. Donc ici, on est en dessous des 5 mm et en routine, le mot industriel était utilisé par Pierre-Yves tout à l'heure, c'est exactement ça. Et ça, il existe pas mal de prototypes, la littérature est assez développée, mais il n'y a pas encore d'unité, il n'y a pas de choses toutes faites. Et donc là encore, l'importance du consortium, elle se manifestera sur ce genre de choses-là. Donc en termes de perspective et stratégie, évidemment pour le WP2, notre objectif c'est de poursuivre la numérisation 3D. Évidemment, la stratégie c'est de l'adosser aux activités de recherche, on peut faire les deux en un. Ça implique également des stages de recherche, des passages en collection de spécimens d'études, ce qui est plutôt bien pour enrichir les collections, vous l'avez compris. Et puis également s'articuler avec des modèles d'intérêt pédagogique, et en cela on travaille pour le moment encore en parallèle, mais bientôt main dans la main, avec d'autres initiatives, Virtual Geology, etc., qui sont dédiées spécifiquement à la pédagogie. Le deuxième axe, c'est évidemment de compléter des corpus qui étaient déjà bien avancés, c'est-à-dire de poursuivre le travail, des fois en 2D au niveau de RecolNat, ou bien sur des jeux de données qui n'attendaient que ça et qui sont faciles à circonscrire. J'avais donné l'exemple de la Malaco continentale tout à l'heure. Et puis évidemment, on a plus de mammifères ou de mollusques que d'éponges ou d'autres groupes ou de platelmintes. Et donc l'intérêt, c'est de lancer à la fois, par exemple par des projets de master, des groupes un peu, non pas obscurs, mais en tout cas moins étudiés ou sous-étudiés, pour avoir un corpus qui couvre au maximum le spectre taxinomique. Voilà, merci beaucoup de votre attention.